Bon, je vous propose que nous commencions. Les participants rentreront dans la salle au fur et à mesure. Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire organisé par Espace Muni sur l'habitation des personnes aînées. Je m'appelle Sarah Vassig. Je suis chargée de projet vieillissement actif et famille chez Espace Muni. Et je suis accompagnée de ma collègue Sandrine Gadoua, qui est agente de projet en habitation. Pour l'occasion, nous avons aussi également invité le groupe de ressources techniques de Chaudière-Appalaches, Nouvel Habitat, qui est représenté aujourd'hui par Martine Caz, qui est directrice au développement, excusez-moi. Nous sommes soutenus techniquement par Antoine, qui est chargé des communications et qui nous accompagnera donc tout le long de ce webinaire de façon cachée, mais présente. Donc, commençons tout de suite par quelques consignes techniques. Excusez-moi. Le webinaire est enregistré. Vous aurez accès à sa diffusion, à sa rediffusion via un lien sur notre site web que nous vous enverrons également par courriel. Nous sommes en mode webinaire, donc vous n'êtes pas visible à l'écran, mais vous pouvez simplement nous écouter. Écouter les panélistes. Par contre, vous pourrez poser vos questions tout le long. Vous pouvez poser vos questions tout le long du webinaire dans l'onglet Q&R qui est en bas de votre page Zoom. Les questions seront répondues lors de la période de questions. Nous vous invitons à éviter d'écrire vos questions dans le fil du chat, enfin dans le chat parce que ça pourrait se perdre durant le fil du webinaire. Et puis, lors des périodes de questions, vous pourrez aussi prendre la parole en utilisant l'icône « Levez la main ». Antoine vous donnera la parole, vous pourrez poser la question à l'oral. Rapidement, qui sommes-nous en fait, Espace Muni, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, nous sommes issus de la fusion entre deux organismes, donc le Carrefour Action Municipale et Famille et le réseau québécois Villes et Villages en Santé. Ces deux organismes cumulent plus de 30 ans d'expérience dans le milieu municipal. Et notre mission est donc d'accompagner les municipalités afin d'améliorer la santé globale et la qualité de vie des citoyennes et des citoyens dans une perspective de développement des communautés. Je vais y arriver avec ma souris. Pourquoi parler d'habitation pour personnes aînées? Bon, déjà, on le sent, hein, il y a un momentum cette année, l'UMQ en parle, le gouvernement est très bon. Aussi, on est en année d'élection, donc le gouvernement en parle beaucoup, mais aussi à travers la pandémie. On l'a vu, hein, ce qui s'est passé dans les CHSLD, dans les résidences privées pour aînés. Il y a réellement un questionnement par rapport à l'habitation pour aînés et l'habitation en général. Il y a une crise d'habitation, sur l'habitation abordable et accessible à travers tout le Québec. Donc, il y a vraiment une question à se poser. Puis, les personnes aînées se trouvent dans une grande diversité de situations socio-économiques, de conditions de santé et d'autonomie diverses. Fait que tout ça, il y a un besoin de solutions d'habitation différentes et alternatives pour donc juste répondre à tous ces besoins. Donc aujourd'hui, l'objectif du webinaire est vraiment de sensibiliser et d'informer sur les différentes formules d'habitation pour personnes aînées et d'accroître la connaissance, donc accroître votre connaissance, votre compréhension quant à votre rôle et vos capacités d'agir par rapport à l'habitation pour personnes aînées. En termes de déroulement, nous allons commencer par une mise en situation. Vous parlez des faits saillants en ce qui concerne l'habitation pour aînés. Donc, Sandrine nous présentera ces faits saillants et les modèles d'habitation traditionnels et alternatifs. Je prendrai le relais pour parler du rôle des municipalités et de certains leviers d'action. Et enfin, Martine vous présentera le rôle, le mandat de la GRT Nouvel Habitat, mais aussi des initiatives inspirantes qui se passent en Chaudière-Appalaches. Donc, je laisse la parole à ma collègue Sandrine. Bonjour à tous, je me présente, je suis Sandrine Gadoua, agente de projet en habitation chez Espace Muni depuis maintenant presque 6 mois. Je suis contente d'être avec vous ce matin pour vous présenter des faits saillants et les modèles d'habitation traditionnels ainsi que des alternatives pour les personnes aînées.
Avant de vous présenter les modèles d'habitation, je vais présenter les faits saillants sur la population aînée et sur l'habitation. Donc, comme on en a entendu beaucoup parler durant les dernières années, le Québec connaît un vieillissement de la population. C'est pourquoi on ne sera pas surpris d'apprendre que, selon Statistique Canada, il est prévu qu'en 2030, un Québécois sur quatre sera âgé de 65 ans et plus. Et pour des données en ce qui concerne plus au niveau de l'habitation, juste ici, on peut voir que les résidences privées pour aînés semblent être un modèle d'habitation qui est priorisé par les Québécois, car selon une donnée du ministère de la Famille, au Québec, environ 30 des personnes âgées de 85 ans et plus habitent dans une RPA, c'est-à-dire une résidence privée pour personnes aînées. Donc, pour pallier à cette hausse de demande en ce qui concerne ce type d'habitation, on prévoit qu'il faudra construire environ 60 000 nouvelles unités durant les 10 prochaines années afin de maintenir les conditions du marché actuel, ce qui fait beaucoup. Donc, on peut passer à la prochaine diapositive. Si on a... Oh. Okay, oui. Excusez. Si on observe des données plus au niveau économique au sujet de l'habitation, près d'une personne sur deux âgée de 75 ans et plus consacre 30 de leurs revenus à leur logement lorsqu'ils sont locataires. Ce qui représente beaucoup parce que 30 probablement vous avez déjà entendu, c'est le maximum qui est à considérer pour se loger. Donc, pour une personne à la retraite, ça peut représenter beaucoup dans certains cas. En ajout, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement, le prix moyen des logements dans les résidences privées pour personnes aînées qui sont de grande taille, c'est-à-dire de 90 unités et plus, le prix approximatif est de 1 568 par mois. Et pour ce qui est des résidences privées pour aînés de plus petite taille qui se situent entre 10 et 89 unités, le prix moyen est de 1 273 par mois, ce qui, encore une fois, représente beaucoup. Et je dois préciser que ces données datent de 2014, donc on peut facilement s'imaginer que les prix ont augmenté depuis. On peut passer à la prochaine diapo. Donc, ici, on peut voir les modèles d'habitation traditionnels. Je vais passer brièvement sur cette diapositive-là parce que mon objectif est de donner davantage d'informations sur les alternatives d'habitation pour personnes aînées, puis aussi parce que Mme Caz, dans sa présentation, va vous parler davantage des résidences privées pour aînés, les RPA, c'est-à-dire, et aussi de l'habitation communautaire, les OSBL d'habitation. Donc, on peut voir en premier lieu dans les modèles traditionnels les CHSLD qu'on connaît tous. Ensuite, les RPA, c'est-à-dire résidences privées pour personnes aînées. Ensuite, les ressources de type familial, ressources intermédiaires. En quatrième lieu, il y a les coopératives d'habitation, coopératives de solidarité d'habitation aussi, on peut appeler. Aussi ensuite, l'habitation communautaire, qui on appelle aussi des OSBL d'habitation. Et en dernier lieu, il y a les HLM. On peut passer à la prochaine. Donc, comme première alternative d'habitation pour personnes aînées, je voulais présenter l'habitation intergénérationnelle. Comme on peut le voir dans cette photo ici, on voit vraiment qu'il y a deux appartements qui sont interreliés sur le même étage. Mais je dois préciser que j'ai utilisé cette photo pour vraiment qu'on voit concrètement qu'il y avait deux appartements qui étaient interreliés, mais ce n'est pas nécessaire là, que ça soit que physiquement, ça ressemble à ça, une habitation intergénérationnelle. Ça peut prendre la forme d'une maison unifamiliale qui, de l'extérieur, ça ne se voit pas qu'il y a deux appartements, mais qu'à l'intérieur, il y en aurait deux. Donc, on peut passer à la diapo suivante. L'habitation intergénérationnelle donne plusieurs possibilités aux personnes qui choisissent d'habiter dans ce type d'habitation-là. Cependant, pour qu'on soit considéré comme intergénérationnel, il faut que dans l'habitation, il y ait minimum 2 générations ou plus qui habitent sur le même toit et
aussi, elles doivent avoir chacun leur espace, leur propre espace de vie, pardonnez-moi, séparé, qui sont interreliés, par exemple. Aussi, parmi les avantages de vivre dans une habitation intergénérationnelle, il y a le fait qu'elle donne la possibilité aux personnes aînées de rester dans leur milieu de vie plus longtemps. Parce que probablement, vous avez déjà entendu parler de ça, c'est qu'il y a un phénomène qui se passe dans les milieux ruraux, c'est que les gens, lorsqu'ils décident de quitter leur domicile privé, leur maison, doivent, dans certains cas, se déraciner de leur milieu et aller vers les centres urbains pour pouvoir, par exemple, aller vivre dans une résidence de type RPA. Donc, ça peut être plus difficile à certains moments. Et aussi, un autre avantage de vivre en habitation intergénérationnelle, c'est le fait que ça favorise l'entraide et le partage des coûts associés aux frais de logement, ainsi qu'à l'achat d'appareils coûteux comme des électroménagers, comme des laveuses, sécheuses, par exemple. On pourrait avoir une pièce commune dans la maison qui s'utilise pour les deux familles, par exemple. Et étant donné la proximité, bien sûr, que permet une maison intergénérationnelle, ça permet de contrer l'isolement des personnes aînées. Avant de passer, excusez-moi, j'étais allée trop vite. Avant de passer à la prochaine, je voulais juste mentionner que des exemples de villes, de municipalités qui ont montré des initiatives d'un point de vue d'habitation intergénérationnelle, malgré le fait qu'il y a plusieurs municipalités qui les autorisent. Il y a la ville de Blainville qui est probablement dans les premières villes au Québec à avoir autorisé ce type d'habitation-là. L'autorise depuis 1996. Et il y a aussi la ville de Terrebonne qui autorise la construction d'une section, un annexe intergénérationnel à sa maison unifamiliale. Donc, là, maintenant, on peut passer à la prochaine. Pour ce qui est de deuxième alternative d'habitation pour personnes aînées, il y a le cohabitat. Ici, dans la photo qu'on voit, c'est vraiment juste pour qu'on voit le style de construction que ça peut avoir l'air, un cohabitat. C'est vraiment constitué d'appartements privés de différentes grandeurs et accueille tout type de personnes, c'est-à-dire accueille des personnes aînées ainsi que des familles, étant donné les différentes grandeurs d'appartements possibles. Et donc, c'est pour ça que le cohabitat s'inscrit dans une démarche intergénérationnelle. On peut donc passer à la prochaine. Le cohabitat, ce sont des logements privés qui sont réduits au strict minimum afin de maximiser les espaces communs. Donc, ces espaces communs peuvent être constitués d'une salle informatique, exemple, qui aurait plein d'ordinateurs avec des bureaux dans une salle comme ça. Ça permet aux gens de ne pas avoir nécessairement un bureau dans leur appartement à eux. Aussi, on peut avoir des cuisines communes, des ateliers communs. Et donc, étant donné la proximité et le fait que tout est en commun dans ce type d'habitation-là, on voit un renforcement de la notion de communauté et une réduction de l'isolement chez les personnes aînées. Et aussi, on peut voir que les projets de cohabitation sont composés de propriétés dont le coût est généralement en dessous du marché actuel. Donc, ah oui, excusez-moi, j'allais dire prochaine diapo, mais non. Je vais vous présenter des exemples de types d'habitation ou de cohabitat qui sont très peu connus au Québec encore. Il y en a seulement une qui existe concrètement au Québec, qui est située dans la ville de Québec, dans le quartier de Saint-Sacrement. Et ce projet-là a été porté par Cohabitat Québec et est constitué de 42 unités. Et aussi, en deuxième exemple, il y a un projet qui est en processus de développement actuellement, qui est porté par l'organisme Village Urbain, si jamais ça vous intéresse d'aller voir. Ça serait pour vraiment le premier projet de cohabitation sur l'île de Montréal, serait situé à la Chine. On pourrait passer à la prochaine. Donc, en troisième alternative d'habitation pour les personnes aînées,
je vous présente les unités d'habitation accessoires qu'on appelle les UHA et leurs différentes formes. Donc, comme on peut voir dans l'image présentée ci-dessous, la première section de l'image, on voit le logement accessoire, qui est une forme d'unité d'habitation accessoire qui revient un peu comme on le présentait en premier lieu avec la maison intergénérationnelle. Ce serait vraiment un appartement qui serait dans la maison unifamiliale déjà existante. Et puis, dans la deuxième section de l'image, l'unité d'habitation accessoire attachée, qui là serait vraiment une annexe ajoutée à la maison unifamiliale. Et en troisième lieu, il y a l'unité d'habitation accessoire détachée, qui prend la forme d'une maison de cour, c'est-à-dire une mini-maison. Voilà, elle est vraiment détachée dans la même cour que la maison unifamiliale. On peut passer à la prochaine diapo. Comme je l'ai un peu mentionné lorsque j'ai présenté l'image, les unités d'habitation accessoires doivent être construites sur un lot qui est déjà occupé par un bâtiment principal, une maison par exemple, unifamiliale, et elles permettent d'accueillir un proche ou un ami tout en préservant son intimité, pardonnez-moi. Et encore une fois, un peu comme dans les maisons intergénérationnelles, les UHA permettent la possibilité de demeurer dans son milieu de vie plus longtemps, étant donné le fait qu'on peut construire, ajouter un annexe à sa maison dans le même quartier que l'on vivait. Et aussi, en plus, comme un autre avantage de vivre dans une unité d'habitation accessoire, c'est qu'elle permet d'accéder, pardonnez-moi, à une première propriété à moindre coût, surtout pour les jeunes familles dans le marché actuel. Pour ce qui est d'exemples qui existent en ce moment au Québec d'unités d'habitation accessoire, c'est malheureusement un concept qui est très peu connu ou autorisé au Québec en ce moment. Mais on voit une certaine ouverture par rapport à certaines municipalités, dont la ville de Sainte-Catherine, qui est située sur la rive sud de Montréal, qui autorise depuis récemment la construction d'UHA sur son territoire, qui soit attaché ou détaché. Et aussi, au Canada, c'est une tendance qui devient de plus en plus forte. Dans les villes canadiennes, comme Toronto et Vancouver, on autorise la construction d'UHA sur le territoire. Donc, voilà ce qui conclut ma présentation sur les modèles d'habitation pour personnes âgées au Québec. Donc, je vais laisser la parole à ma collègue Sarah. Merci beaucoup. Merci Sandrine. Donc, par rapport au rôle des municipalités dans des projets d'habitation, les municipalités peuvent jouer 4 grands rôles, soit agir en tant que leader, partenaire, collaboratrice ou ambassadrice. Le rôle qu'elle prendra dépend de plusieurs facteurs. En fait, la priorisation accordée au projet, la mobilisation des élus et leur disponibilité, les ressources disponibles aussi, la mobilisation des acteurs locaux, des citoyens, et puis la connaissance l'expérience détenue par le milieu en ce qui concerne le projet d'habitation. En fait, il n'y a aucune formule gagnante dans les différents rôles que je vais vous présenter. L'important, c'est que la formule choisie soit la meilleure, celle qui convienne le mieux au milieu. Donc, une municipalité peut agir en tant que leader et dans un cadre de projet d'habitation, et donc verra à l'initier, à le coordonner, en assumer la responsabilité. En assumant le rôle de leader, en fait, la municipalité devient le maître d'œuvre de sa réalisation. Donc, elle rassemblera des acteurs locaux pour former un comité promoteur, par exemple. Elle va dégager de la main-d'œuvre pour l'avancement du projet, notamment en octroyant la coordination du projet aux tâches d'un employé municipal. Elle va investir financièrement dans un projet d'habitation. Si la municipalité agit en tant que partenaire, elle verra à participer au projet initié dans sa communauté par un réseau ou un organisme comme une GRT. Elle identifiera les ressources qu'elle mettra de l'avant. Elle assurera une continuité dans la réalisation du projet. En fait, le rôle de partenaire implique plutôt l'adhésion à un projet et une contribution sans pour autant être le porteur du dossier et en assumer le leadership. Le rôle
de la municipalité en tant que partenaire va plus loin qu'octroyer en fait un simple financement. Une entente écrite pourra être faite entre les parties afin de bien identifier les rôles et les responsabilités de chacun. Donc, dans ce cadre-là, par exemple, une municipalité pourra collaborer à l'étude sur les besoins des personnes aînées en matière d'habitation, donc en proposant, en donnant les statistiques qu'elle a, en rendant accessibles en fait les statistiques municipales à ce sujet. Elle pourra mandater un élu pour faire partie du comité promoteur. Elle pourra mettre à disposition au comité d'expertise d'un employé municipal. Ou participer en fait à la collaboration avec d'autres acteurs au financement du projet, soit par le don d'un terrain, par exemple. La municipalité, quand elle agit en tant que collaboratrice, verra à soutenir la réalisation d'un projet en offrant l'expertise de son personnel, en changeant sa réglementation, par exemple, en attribuant un soutien technique au projet ou en affectant un soutien financier. En fait, ici, la municipalité reconnaît l'importance de la réalisation du projet sans pour autant y jouer un rôle actif de premier plan. Donc ici, elle pourra, par exemple, déléguer un employé municipal sur le comité du projet. Elle pourra offrir gratuitement un local pour que le comité puisse se rencontrer. Elle pourra revoir le zonage également du terrain pour permettre la construction d'une résidence ou d'une habitation pour aînés, et revoir les règlements d'urbanisme. Ce sont tous des exemples qu'une municipalité peut faire en tant que collaboratrice. Une municipalité, quant à elle, qui agit en tant qu'ambassadrice, en fait, représente les intérêts du projet auprès d'instances régionales ou auprès de gouvernements supérieurs, diffuse de l'information sur le projet auprès des acteurs concernés. Donc, le rôle, en fait, ici, est vraiment un rôle de promotion, de communication, et le conseil municipal signifie son adhésion, mais vraiment en intervenant de façon au niveau de la communication. Donc, comme exemple, ça sera de diffuser de l'information sur les projets, sur le projet d'habitation, sur ces différents outils de communication, ces plateformes web, etc. Ça sera aussi de faire des demandes auprès de la SHQ, donc la Société d'habitation du Québec, pour assurer la pérennité du financement de programmes d'habitation sociale et communautaire, par exemple. Ça peut être aussi faire parvenir un mémoire sur l'importance de maintenir le soutien aux organismes qui favorisent le maintien à domicile des personnes aînées. Donc, il arrive que ces rôles se chevauchent. Simultanément, des municipalités peuvent jouer différents rôles durant la réalisation de ce projet. Par contre, il est important qu'au préalablement, un de ces 4 rôles soit bien défini par la municipalité afin de s'assurer qu'un engagement minimal est assuré par la municipalité. Pour conclure sur cette partie, je pense qu'il est important de reconnaître le pouvoir d'agir des municipalités concernant les projets d'habitation pour aînés. Notamment par ses champs de compétences en urbanisme, en aménagement de son territoire, mais aussi à travers la connaissance de son milieu et de sa population. La municipalité a tout avantage à jouer un rôle clé, peu importe son degré d'implication. En matière de levier d'action, je pense qu'il est très important de noter que MADA est un levier, donc la démarche municipalité amie des aînés, est un levier très puissant en termes d'habitation pour aînés. En effet, une MADA aura la responsabilité d'assurer la disponibilité d'une diversité de types d'habitation abordables et adaptées à la réalité des personnes aînées. L'approche structurée de la démarche permet d'aborder en fait l'habitation de façon plus précise en s'appuyant sur les étapes du portrait du milieu et de la consultation. En fait, le projet d'habitation pour aînés est un projet qui nécessite un engagement à long terme, à moyen terme, long terme. Et donc, avant de se lancer dans la conception ou la réalisation de ce type de projet, il est important de clarifier les besoins du milieu. Et en fait, ce qui est intéressant dans la démarche MADA, c'est que vous faites
une consultation, vous faites auprès des personnes aînées, vous faites un portrait du milieu, et donc vous pouvez utiliser justement le portrait statistique dans ce cadre-là pour aller chercher davantage de renseignements, de données sur l'habitation, ce qui vous permettra en fait de prendre des décisions un peu plus éclairées quant à la situation des personnes aînées de votre milieu, faire un portrait aussi des services et des ressources qui vous permettra de savoir qu'est-ce qui existe dans votre milieu et donc d'anticiper ce qu'il y aura à mettre en place ou en tout cas à combler, les besoins à combler. Et enfin, donc, en allant chercher le point de vue directement de vos citoyens et citoyennes aînés, vous aurez un portrait plus intéressant des besoins et des attentes de vos citoyens. Ah, ma souris, voilà, excusez-moi. D'autres levées d'action, évidemment, c'est le financement. Le nerf, le financement, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, par contre, le financement demeure un point sensible pour tout projet d'habitation. Donc, le gouvernement provincial fédéral, par le biais donc, de la Société d'habitation du Québec et de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, appuie le financement ou le développement de logements sociaux abordables ou communautaires par différents programmes. Nous pourrons, dans un courriel de suivi suite à ce webinaire, je vous enverrai tous les liens concernant les différents programmes qui existent en termes d'habitation au niveau du gouvernement. Et puis, d'autres partenariats sont vraiment intéressants. Donc, les groupes de ressources techniques, les fédérations régionales de coopératives d'habitation et d'OSBL d'habitation, et évidemment, les parties prenantes. Une partie prenante qui est essentielle, c'est les citoyens aînés eux-mêmes. Enfin, aussi 3 exemples, je trouvais pertinents de tirer de différents plans d'action MADA qui sont possibles de faire. Donc, analyser la possibilité de mettre en place un programme pour favoriser la construction de maisons intergénérationnelles, comprenant un pavillon jardin, ayant une seule adresse et une seule taxe d'eau. Ou d'autres municipalités ont proposé de s'engager à déposer à chaque budget annuel un montant de 15 000 $ dans un compte en vue d'une éventuelle mise de fonds pour la construction de logements aînés. Une autre municipalité proposait de faire la promotion des différents programmes en habitation et des crédits d'impôt offerts aux personnes aînées de façon soutenue et sur l'ensemble des supports de communication de la municipalité. On voit à travers ces 3 exemples que vraiment, il est possible d'agir par rapport à l'habitation pour personnes aînées de façon très diversifiée et en fait, tout dépend en effet du besoin de votre milieu. Pour conclure cette présentation, je tenais à vous dire que donc, Espace Muni est engagé dans un projet Québec Amis des aînés, donc subventionné donc, par le secrétariat aux aînés, pour justement mettre à jour des outils d'information et de sensibilisation concernant l'habitation pour aînés. Par ailleurs, nous souhaitons aussi aller à la rencontre de différents milieux qui auraient besoin justement d'informer le comité de pilotage MADA, par exemple, sur ce qu'est l'habitation, commencer à amorcer une réflexion. Nous avons aussi différents outils que nous pouvons proposer. Et puis, donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui s'affiche, donc habitation@espacemuni.org, ou à nous appeler. Voilà. On reste en contact à ce sujet. De toute façon, comme je vous disais, c'est vraiment le sujet de l'année. Il y aura beaucoup à travers différents acteurs et actrices de la communauté et du milieu. Il y a différents webinaires qui s'organisent. Merci. Je laisse la parole donc j'arrête le partage et je laisse la parole à ma collègue Martine. Bonjour à tous. Je m'appelle Martine Kahn. Je suis directrice du développement au GRT Nouvel Habitat. Cependant, je vais vous partager. Voilà.
Donc, je suis directrice du développement au GRT Nouvel Habitat. Un GRT, c'est un groupe de ressources techniques. Donc, nous, ce qu'on fait, notre rôle, dans le fond, dans la vie, c'est que, bon, au départ, on est une entreprise d'économie sociale, on est des organismes non lucratifs, on exerce un rôle d'animation dans les communautés. Notre mission, c'est vraiment de promouvoir le développement de l'habitation communautaire et abordable. On offre toutes sortes de services professionnels de soutien, autant au développement de projets, donc pour se rendre jusqu'à la construction d'un nouveau bâtiment, et des services de gestion financière et immobilière. Donc, nous, notre travail, c'est vraiment d'aider des communautés, des organisations, qu'elles soient coopératives, à but non lucratif ou même des offices d'habitation, à répondre aux besoins de leur milieu par le logement social et communautaire. Et notre travail tient compte de 3 dimensions d'un projet. Donc, quand on travaille avec une coop et un OSBL en particulier, donc la vie associative, donc aider à créer l'organisme, former les administrateurs, etc. L'immobilier, donc tout ce qui touche le développement de projets en allant de la recherche du terrain jusqu'à l'entrée des locataires, ainsi que la finance. Donc, ce projet-là, ben, il faut bien le financer. Nous, on est situé dans Chaudière-Appalaches, mais il y a des GRT partout au Québec. Donc, je vais vous laisser le lien aussi à la fin de ma présentation de l'Association des GRT du Québec qui, qui regroupe l'ensemble des GRT et où on peut trouver les coordonnées de tous les membres. Donc, le logement communautaire et les RPA, vu qu'on parle d'aînés aujourd'hui, donc, on parle toujours soit de coopératives d'habitation ou d'OSBL en habitation. Le but d'une RPA communautaire, c'est vraiment de répondre aux besoins du milieu en matière de logement. Avec une coopérative ou un OSBL, on peut créer une petite RPA dans une petite municipalité, une RPA de 16, 20, 25, 30 logements. Ce que le privé ne fait pas, ne fait plus du moins, pour des questions de rentabilité. Nous, le but est de loger les gens à faible revenu. Ce n'est pas de faire des profits pour être en mesure de verser des dividendes à des administrateurs. Donc, nous, dans le fond, on est capable de faire un peu plus petit. C'est une gouvernance qui est faite par la communauté, par les utilisateurs de la RPA, par les aînés ou par leurs représentants. Donc, on a des conseils d'administration qui sont composés de gens du milieu, de locataires, ou parfois les locataires préfèrent être représentés par leur enfant, par exemple. L'objectif, c'est évidemment de loger des ménages à revenus faibles ou modestes, d'offrir des logements qui sont adaptés et accessibles. Donc, tous nos logements sont adaptables, tous nos logements sont accessibles pour une personne à mobilité réduite. C'est maintenir les personnes âgées dans leur milieu. J'ai un monsieur d'une coopérative en Estrie que j'ai entendu une fois dire on ne déracine pas un vieil arbre. Ben, c'est aussi ça la base, c'est de garder des gens dans le milieu dans lequel ils ont passé leur vie, dans lequel ils ont vécu et de ne pas être obligés de les déloger dans une ville plus grande à côté ou dans un endroit où ils vont se sentir moins dans leur milieu, d'être un peu moins plus loin de leurs amis, etc. Donc, maintenir les aînés dans leur milieu, créer des milieux de vie, briser l'isolement. Et le tout se fait en partenariat, soit avec le réseau de la santé et services sociaux ou avec d'autres entreprises d'économie sociale. Pour arriver à bâtir ça, évidemment, pour offrir du logement à plus bas taux, donc à des coûts plus abordables, ça nous prend de l'aide gouvernementale. Donc, ça nous prend de l'aide pour diminuer l'hypothèque, pour être capable d'avoir des frais d'exploitation qui vont être plus bas, qui vont nous permettre d'offrir des logements moins chers et plus accessibles pour les gens. Jusqu'à tout récemment, en fait, jusqu'au 1er mars dernier, la réalisation de logements communautaires se faisait avec le programme Accès Logis de la SHQ. Mais la SHQ a mis fin au programme Accès Logis et a été remplacé le 1er mars dernier par le programme d'habitation abordable Québec. Donc, c'est un programme qui permet d'avoir du logement à plus faible coût, mais qui ne vient pas nécessairement avec tout l'enrobage qu'il y avait dans le programme Accès Logis Québec. Donc, ça ne vient pas nécessairement avec le programme de supplément au loyer qui permettait à des revenus, à des aînés avec un revenu beaucoup plus faible d'avoir accès à une subvention leur permettant de payer 25
de leur revenu au lieu de payer le plein prix du logement. Donc, on a une aide à la construction. Donc, le programme offre une subvention qui permet de diminuer le montant de l'hypothèque et d'offrir des loyers abordables dont le coût du loyer maximal est déterminé régionalement par la SHQ. Donc, ce n'est pas juste on a une subvention qui va nous aider à baisser notre loyer. Il faut aussi s'engager à ne pas dépasser les loyers ciblés par la SHQ dans chacun des milieux. Donc, le nouveau programme a des loyers pour chacune des municipalités du Québec. L'aide à la personne est facultative, ce que je disais. Donc, avant, Accès Logis venait automatiquement avec un minimum de 50 des logements qui devaient être subventionnés, qui pouvaient être subventionnés, donc pour des personnes à plus faible revenu. Actuellement, l'aide à la personne dans le nouveau programme est facultative. Donc, on peut en demander. Ce n'est pas automatique que nous allons en recevoir. Et ça dépend aussi de la disponibilité du nombre là, de PSL disponibles par la SHQ pour être capable de compléter, d'offrir ce programme-là aux gens. Au niveau fédéral, il existe aussi le Fonds national de co-investissement pour le logement. Donc, ça, c'est un fonds de la SCHL, comme le nom le dit, co-investissement, qui favorise les partenariats entre les gouvernements, les organismes, le secteur privé, entre autres. Il permet d'avoir des subventions, il permet aussi d'avoir du prêt. Avec une garantie de prêt et avec un bas taux d'intérêt. Donc, eux autres, leur objectif avec le Fonds national, c'est de créer, dans le fond, du logement qui va être abordable au niveau du prix, qui va être éco-énergétique. Donc, on a des objectifs de diminution des GES supérieurs à ce que va demander, par exemple, le programme de la SHQ. Il faut que ce soit des logements qui sont accessibles, qui soient socialement inclusifs pour l'ensemble des gens, donc peu importe le revenu, et à occupation et à usage mixte. Il peut être utilisé avec ou sans le programme FAC. Donc, avec le programme FAC, on peut aussi joindre à ça le Fonds national de co-investissement, soit la portion subvention et ou la portion prêt pour nous permettre de viabiliser notre projet. Mais le Fonds national de co-investissement ne peut pas être le seul bailleur de fonds. Donc, on ne peut pas dire, bon, ben, avec le prêt et la subvention que la SCHL nous offre, je suis capable de bâtir mon bâtiment. La SCHL va dire non, c'est du co-investissement, donc nous devons le travailler en partenariat. L'implication de la municipalité, évidemment, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Pour nous, la municipalité est au cœur des besoins de ses citoyens. On le sait, c'est les élus qui connaissent le mieux les besoins de leur milieu parce qu'ils y vivent eux-mêmes. Donc, pour nous, les municipalités, ça va toujours être un partenaire qui est privilégié, autant par les ressources humaines qui s'impliquent dans les projets, les ressources techniques que la municipalité peut offrir aussi à nos différents projets et au niveau financier. Parfois, c'est même la municipalité qui est l'initiateur de la démarche. Donc, un maire qui sait qu'il y a ce besoin-là dans son milieu, qui veut répondre aux besoins de ses citoyens, puis qui cherche une façon d'avoir une RPA dans une municipalité de 3500 habitants, puis qu'il n'y a pas aucun privé qui veut venir s'installer. À un moment donné, il nous trouve, il nous appelle, puis il dit « Qu'est-ce que je peux faire? C'est-tu possible? Est-ce que ça se fait chez nous? » Et on entame la démarche comme ça. La municipalité, c'est le lien direct avec les besoins de la communauté. Puis c'est souvent pour nous le levier pour la réalisation de projets. On a plusieurs projets actuellement où ce qu'on a soit des conseillers municipaux, même le maire ou le directeur de la municipalité qui siège au sein du conseil d'administration pendant le développement, soit à titre d'administrateur ou bien encore à titre d'observateur, donc toujours présent avec nous et qui nous permet de faciliter la démarche. On entend souvent des conseillers ou des élus nous dire « Écoute, qu'est-ce que ça prend là, pour que ça avance? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille un peu plus vite? Qu'est-ce qu'on peut faire pour débloquer cette portion-là? » Parce qu'on le sait que quand on travaille avec l'argent public, ben, il faut répondre à des critères particuliers, puis on n'a pas toute la latitude nécessaire qu'on pourrait avoir, par exemple, dans le secteur privé. Donc, pour nous, les élus, la municipalité devient un levier souvent pour la réalisation de ces projets-là. L'implication de la municipalité, là, je vais parler principalement aussi avec le FAC parce que c'est le programme d'habitation abordable Québec, c'est le programme
qui existe au Québec pour nous permettre de faire ce type de résidence-là. Le FAC lui oblige une contribution municipale équivalente à 40 de la subvention de base de la SHQ. Donc, la SHQ a, sans rentrer dans les termes techniques, mais la SHQ, qu'on présente un projet, qu'on dépose un projet, va identifier la subvention de base qu'elle peut octroyer. Dans le cas du FAC, ce qui est nouveau maintenant, c'est que la subvention va être donnée en fonction de notre degré d'engagement à l'abordabilité. Donc, vu que le gouvernement, pour la première fois, a décidé d'impliquer le privé dans l'habitation abordable, donc que ce soit privé, que ce soit une coopérative, un OSBL ou encore un office d'habitation, on peut déposer des projets à la SHQ pour recevoir une subvention et dépendamment de l'engagement qu'on donne. Donc, un privé pourrait décider, bien moi, je m'engage pendant 15 ans à conserver l'abordabilité de ces logements-là. La subvention de la SHQ va être moindre. Si on s'engage pour 35 ans, bien, la subvention va être 3 fois plus grande. Puis, en parallèle à ça, ça oblige la municipalité aussi, elle, à donner 40 de la valeur de la subvention de la SHQ à titre de contribution du milieu dans le projet. Donc, la contribution municipale, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être une cession de terrain. La municipalité pourrait décider de céder un terrain à l'organisme. Ça peut être une contribution financière. Ça peut aussi être un crédit de taxe, qui soit total ou partiel, pendant un nombre d'années X, pendant le nombre d'années de l'engagement, si on veut, ça peut être un petit peu moins. Donc, il y a toutes sortes de façons là, de voir, de moduler avec le crédit de taxe et ça peut être aussi des travaux d'infrastructure. Donc, la municipalité pourrait dire, bien, écoute, toute la rentrée, les services d'eau, d'égout et tout ça, bien, nous, on va en faire un bout, ça va coûter ça de moins à la construction, ça va permettre de diminuer les coûts. Au niveau de l'exploitation, donc une fois que c'est bâti, que les gens sont rentrés, si le projet a fait des demandes de programme de supplément au loyer, de PSL, l'implication financière représente 10 de la portion non assumée par la contribution du locataire. Contrairement au HLM, parce que encore cette semaine, il y a un maire me posait la question, contrairement au HLM qui fonctionne au déficit, donc à la fin de l'année, sur le déficit total du HLM, la municipalité doit donner 10 du déficit, la SHQ comble 90 restant. Ici, c'est un organisme qui est autonome, donc on va avoir une coop ou un OSBL. Donc, c'est juste au niveau du programme de supplément au loyer. Donc, une personne dont le logement devrait être à 600 $, elle, le calcul de ses revenus fait en sorte qu'elle en paye 400 par mois. Bien, sur le 200 $ restant, la municipalité va nous donner 20 et la SHQ va combler à 180 à chacun des mois. Donc, c'est ça la contribution à l'exploitation. Quand on a du PSL, évidemment, si on n'en a pas, bien, rendu là, il n'y a plus d'implication de la municipalité, outre son crédit de taxe qu'elle avait accordé si c'est une de ses contributions qu'elle avait faites. Quelques exemples pour vous dire. Excusez-moi, je vais prendre une gorgée d'eau. Quelques exemples de projets qu'on retrouve en RPA communautaire. Oups, je m'excuse. J'ai accroché ma souris. Donc, en haut à gauche, on voit Saint-Antoine-de-Tilly. Saint-Antoine-de-Tilly, qui est un magnifique village de Chaudière-Appalaches sur le bord du fleuve, qui est reconnu comme tel et qui veut que son village soit beau. Quand on a commencé notre projet de 19 logements sous forme d'organisme à but non lucratif, la municipalité a mis des exigences. On dit oui, on en veut une RPA, on en a besoin, mais on voudrait qu'elle s'harmonise à notre village, qu'elle s'harmonise à qui on est, puis est-ce qu'on est un beau village. Donc, vous voyez un peu que l'architecture est un peu de type inspiré d'une grange un peu, mais c'est un 19 logements qui a été fait, qui s'harmonise super bien dans son milieu et dont tout le monde est bien fier. En haut à droite, c'est un dessin 3D. Ça, c'est un projet qui est présentement en élaboration à Saint-Prosper dans la MRC des Lacs et de Chemin. C'est la maison Héritage à Benaki. C'est un projet qu'on travaille en très forte collaboration là, avec la municipalité. La municipalité a même des représentants au conseil d'administration, qui va être une RPA pour aînés de 30 logements. Ensuite, en bas à gauche, on a, ça c'est Saint-Raymond de Portneuf. Donc, ça aussi, c'est un projet qu'on travaille en étroite collaboration avec la municipalité. Autant dans Portneuf que celui de Saint-Prosper, c'est la municipalité d'ailleurs qui fournit
le terrain pour la construction. Donc, en bas, c'est un 40 logements pour aînés. C'est des esquisses 3D encore qui sont présentement en élaboration. En bas, à droite, on est à Saint-Lazare. Donc, c'est la Villa sous clocher. C'est une résidence dans un village, dans un petit village de Chaudière-Appalaches, tout près de l'église. Donc, elle aussi adaptée à son milieu par, par son architecture. En haut complètement, donc à gauche, c'était le 3D. À droite, c'est une photo vers la fin du chantier. Donc, on est présentement en fin de chantier. Là, il ne manque pas grand-chose. Donc, c'est la Villa des Rosiers, située à Saint-Elzéar en Beauce. Donc, c'est un 25 logements pour aînés. Dans ce cas-ci, le revêtement extérieur en bois que l'on voit, c'est du revêtement. C'est à la demande de la municipalité. Ça ressemble un peu à leur complexe Centre des loisirs qu'ils ont bâti il y a quelques années. Donc, on est allé chercher un revêtement un peu similaire à celui du Centre des loisirs pour s'harmoniser dans le milieu. Et en bas, on voit à gauche, c'est la portion RPA. Donc, à gauche, c'est un 49 logements, c'est à Lévis. Un 49 logements pour aînés qui s'inscrit, quand on regarde à droite, dans un complexe intergénérationnel. Donc, en bas à droite, ce qu'on voit, le bâtiment qui ressemble à la résidence, ce n'est pas tout à fait le même. Ça, c'est ou non, c'est pas vrai, je m'excuse. On voit la résidence, mais on voit en arrière qu'il y en a un autre petit. Donc, on a nos 49 logements pour aînés. On a 17 logements pour familles, personnes seules, beaucoup plus du 50 ans et plus qu'on va retrouver dans les 17 logements de couples ou personnes seules en avant. Et les bâtiments gris à l'arrière qui sont d'une architecture totalement différente et qui sont des logements traversants, donc avec une entrée en avant, une entrée en arrière. C'est des logements familles. Donc, on retrouve sur ce terrain-là une résidence pour aînés, des personnes seules ainsi que des familles sur un grand terrain là, de 104 logements au total. Donc, ça nous permet aussi de faire ce type de projet-là. Nous avons aussi, ça c'est le dernier que je vous présente, ça c'est un bâtiment un peu de type plus classique, c'est 89 logements à Lévis. La particularité de ce bâtiment-là, c'est qu'on retrouve une portion RPA, donc des services, donc des logements avec services pour aînés, mais on a aussi des logements pour aînés sans service. Donc, on a un peu les deux volets. Donc, on a du logement ordinaire, traditionnel pour personnes de 65 ans et plus, et on a une portion de logement avec service pour les gens de 75 ans et plus dans le même bâtiment, ce qui permet aussi une continuité au niveau du milieu de vie. C'est aussi situé à Lévis. En bas, j'ai montré quelques exemples des espaces communs qu'on retrouve dans ce bâtiment-là. Donc, on voit la salle à manger, qui est une grande salle à manger. Ce qu'on ne voit pas, c'est derrière, c'est la cuisine, qui est une cuisine commerciale, comme un restaurant là, pour la fabrication des repas. Et à gauche en bas, on voit un des 3 salons communautaires qu'on retrouve dans la résidence. Fait intéressant, dans ce bâtiment-là, ça c'est une coopérative, dans les 3 salons, celui-là a été transformé en bibliothèque. Et quand on dit qu'on crée un milieu de vie puis que les usagers sont impliqués, sont interpellés, les usagers nous ont dit fournissez-nous des bibliothèques. Nous autres, on va les remplir. On vient de vider une maison, on a du stock en masse. Donc, cette bibliothèque-là est remplie de livres qui appartenaient aux gens, que les gens ont donnés pour mettre en commun, pour partager avec tout le monde. Et on a des résidents bénévoles qui s'occupent de cette bibliothèque-là, qui a tout rangé par type de livres par ordre alphabétique comme une véritable bibliothèque. Donc, on a des gens qui s'en occupent et qui sont fiers là, de leur bibliothèque. Sur les autres étages, il y en a un que c'est là qu'ils font plus d'activités. Il peut y avoir des activités de gym pour aînés, il peut y avoir des activités plus artistiques. Donc, il y a une salle où il y a plus d'activités, le bingo, évidemment. Et on a un autre étage où là, c'est plus un salon où les gens se rencontrent pour jaser, jouer à des jeux de société, des choses comme ça. Donc, les locataires se sont eux-mêmes appropriés le bâtiment et ont fait des 3 salles communautaires qu'ils ont. Ils ont fait vraiment ce qu'eux, ils voulaient dans leur milieu de vie de la façon qu'ils le voulaient. Donc, c'est un bel exemple aussi d'implication des gens dans leur milieu de vie et d'appropriation du milieu de vie pour en faire un espace où il va être bon, ils vont être contents puis ils vont être heureux d'y vivre.
Le coût des loyers, on nous dit, OK, abordable, abordable, de quoi qu'on parle. Donc, le coût des loyers, quand on fonctionne avec un programme gouvernemental, on doit respecter des règles. Donc, actuellement, le coût des loyers est en fonction du loyer médian de la municipalité dans laquelle on fait le projet. Et c'est déterminé par les bailleurs de fonds, tel que je disais. Donc, exemple pour Chaudière-Appalaches, en fonction du programme FAC d'habitation abordable Québec, l'appel de projet de mars 2022, on a des loyers cibles, donc des loyers maximum. On a 3 catégories. Donc, on a la catégorie, la RMR de Québec, donc qui inclut Lévis, Beaumont, Saint-Antoine-de-Tilly, Saint-Henri, Saint-Lambert, où est-ce que c'est le maximum des prix, des coûts de loyer qu'on a le droit de charger. Donc, quand on fait notre montage financier, et quand on part en appel d'offres et en construction, ben, il faut être capable de viabiliser avec des loyers à cette hauteur-là. Il faut le démontrer, évidemment, qu'on viabilise. Pour les municipalités, les petites villes, dans le fond, du territoire, on va parler de Sainte-Marie, Saint-Georges, Thetford, Montmagny, Irlande, Saint-Adrien d'Irlande, Saint-Joseph de Coleraine. Les 3 derniers, je ne sais pas pourquoi ils sont là. Il y a peut-être des particularités, mais pour ceux-là, on a des logements un peu plus bas. Donc, le 3,5 qui était à 752 à Lévis devient maximum 555 à Sainte-Marie. Et si on se tasse de Sainte-Marie puis qu'on s'en va dans une municipalité tout près, par exemple, on s'en va à Scott, qui est juste à côté de Sainte-Marie, ben mon 3,5 va être à 487. D'où le défi de viabiliser ces projets-là, parce que construire à Lévis, à Sainte-Marie ou à Scott, ça ne coûte pas plus cher ou moins cher. Ça coûte le même prix le mètre carré, mais il faut être capable d'arriver dans les coûts qu'ils nous donnent, parce qu'eux autres, ils fonctionnent avec le loyer médian dans le secteur. Donc, il faut être capable d'y arriver parce que, donc, des fois, il faut être conscient que dans une petite municipalité, ben, on a plus d'efforts à faire pour aller chercher du financement autre que de l'hypothèque pour être capable de viabiliser nos projets. Et surtout qu'on fait souvent dans les plus petites municipalités des projets plus petits, de 20, 30 logements. Donc, cette viabilité-là est encore plus difficile parce qu'elle est répartie sur moins de logements. Oups, je m'excuse. Les services complémentaires, on dit qu'on est une résidence pour aînés avec service. Donc, dans les programmes de logement communautaire, on ne peut pas offrir les services tels qu'on va voir dans certaines RPA privées, là, des services à la personne avec des préposés aux bénéficiaires, avec des infirmières. On doit rester avec des aînés autonomes, mais avec des services de repas, de sécurité et des loisirs. Donc, c'est ça qu'on est certifié comme toutes les autres résidences. On doit passer par le processus de certification de santé et services sociaux. On doit offrir un minimum de 2 services. Donc, les repas, la sécurité. Les loisirs, souvent, eux autres, sont souvent mis en commun avec les locataires. Donc, on forme un comité et on supporte ce comité-là pour l'organisation d'activités dans la résidence. Au niveau de la sécurité, c'est un système de bracelet électronique. Donc, un peu comme les gens peuvent avoir dans leur propre maison, mais c'est mutualisé dans l'ensemble des logements. Il y a toujours quelqu'un qui peut répondre rapidement lorsque ça sonne. Donc, ça sonne à l'interne. Dans la journée, évidemment, c'est les membres c'est les gens qui travaillent à la cuisine. Dans la soirée, c'est souvent un bénévole qu'on va avoir pour répondre aux services de sécurité. Au niveau des repas, c'est souvent le nerf de la guerre, c'est ça qui coûte cher, offrir les repas dans des résidences pour aînés. Ce qu'on a développé, nous, puis qui se fait un peu partout aussi au Québec, c'est un partenariat avec les ESSAD, les entreprises d'économie sociale en aide à domicile. Donc, ça peut être des coopes de services à domicile, ça peut être des OSBL aussi, là, il y en a partout au Québec. Pourquoi on fait ça? Parce que les ESSAD, eux autres, ils offrent un service d'aide à domicile aux gens du Québec, mais ils ont aussi une exonération financière aux personnes en fonction de leurs revenus. Donc, une personne qui est à très faible revenu va avoir une exonération financière qui est près de 16 pas tout à fait, mais pas loin de 16 de l'heure pour chaque heure de service. On mutualise ces services-là, ce qui fait en sorte que l'entreprise d'économie sociale en aide domestique va envoyer ses propres travailleurs dans notre cuisine pour la fabrication des repas. Elle va calculer l'ensemble des heures faites
par semaine par ses employés et elle va le diviser par le nombre de locataires. Donc, les locataires vont payer, je vous dirais, en moyenne, dépendamment des projets, entre 4 et 5 heures par semaine à l'ESAD, donc à l'entreprise d'aide à domicile, pour la fabrication des repas. Et en fonction de leurs revenus, ils vont avoir une exonération. Donc, les personnes à plus faible revenu, ça va leur coûter moins cher, dans le fond, par mois. Donc, ce que la coopérative ou l'organisme va charger aux locataires, elle, ça va être l'achat de nourriture et non pas la fabrication. Le locataire va recevoir sa facture d'aide à domicile pour la fabrication des repas. Ce qui va être chargé pour une personne seule, c'est environ 350 par mois pour sécurité, repas, loisirs, donc repas en étant l'achat de nourriture. Pour un couple, environ 650 par mois. En moyenne, d'un projet à l'autre, c'est variable là, en fonction, justement, comme on disait, du nombre de logements, etc. Donc, à ça, pour les gens, s'ajoutent les frais de fabrication de repas, mais le montant de la facture qu'ils reçoivent, ils ont un crédit d'impôt de 36 dessus qu'ils reçoivent le mois suivant. Moi, je vous dirais que dans mes derniers projets avec Axélogie, lorsqu'on avait du PSL, les personnes aînées à plus faible revenu, donc de 70 ans et plus, mais à très faible revenu, ça leur coûtait, une fois les crédits d'impôt déduits de toutes les dépenses, aux alentours de 1 000 par mois. Puis ils avaient tout d'inclus dedans. Ça peut aller pour un couple à peu près à 2 000, 2 200 par mois pour les deux personnes. Donc, pour moi, ça fait le tour. Donc, les liens utiles sont là. Vous allez les recevoir. J'ai mis l'association des GRT parce que vous pouvez rentrer en contact avec toutes les GRT là, dans la section contact en fonction des régions administratives. Je vous ai mis le lien du programme d'habitation abordable Québec et celui du Fonds national de co-investissement pour le logement. Ça fait le tour pour moi, Sarah. Super. Est-ce que je te laisse enlever le partage? Oui, excuse. Et j'invite, je t'invite à rester caméra ouverte et Sandrine à ouvrir la tienne aussi. Est-ce qu'il y avait des questions? Il nous reste quelques minutes peut-être pour prendre quelques questions. Vous pouvez lever la main et poser votre question. Ou sinon, poser votre question dans Q&R. Juste, j'ai vu sur le chat, oui, la présentation, les deux présentations vous seront envoyées et le webinaire est enregistré, donc il pourrait être aussi disponible à la rediffusion. Il y avait un commentaire assez intéressant, Martine, peut-être que tu pourras le commenter, par rapport à... en milieu rural, le zonage agricole pose un vrai problème au concept de l'intergénérationnel de type UHA. Une municipalité ne peut pas simplement changer son urbanisme en dehors de la zone urbaine, car la protection du territoire agricole a préséance. Est-ce que c'est un enjeu en Chaudière-Appalaches? Pour l'instant, je dirais qu'on ne l'a pas tant vécu. On réussit à... Nous, en tout cas, en collaboration avec les municipalités, on réussit beaucoup à se trouver un terrain. Les municipalités, des fois, ont des terrains, des anciens, mettons un ancien garage municipal. La municipalité décontamine le terrain. Ensuite, elle peut le céder. Évidemment, il faut qu'il soit cédé, décontaminé. Mais on réussit pas mal à s'organiser là, avec les municipalités où ils connaissent des gens qui ont un petit bout de terrain à vendre. Mais pour l'instant, ça ne s'est pas vécu chez nous. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions à l'oral? Antoine, est-ce que tu peux donner la parole à Annie, s'il te plaît? Oui, je fais ça à l'instant. Donc, Annie, c'est à vous la parole. Et voilà. OK, voilà. Pour nous donner une idée, je sais que ma question va être très délicate, là. On parle de quoi comme délai à partir du moment où on démarre un projet de RPA et la mise en chantier, disons, là, selon vos expériences là, professionnelles? C'est assez variable, je vous dirais, parce que il y a quelques années de ça, je vous dirais que
en 2 ans à peu près, on partait du dépôt de projet, mettons, pas le dépôt de projet, mais l'attribution des unités par la SHQ dans le programme Axélogie au début du chantier. Dans les dernières années, on a eu plus de difficultés de viabilité. Comme je vous disais tantôt, des fois, viabiliser un projet au loyer qui nous soumet. Je vois que vous êtes à Rimouski, vous êtes un peu la ville chanceuse du Bas-Saint-Laurent, là, dans le sens qu'en termes de grosseur de ville, là, vous avez des loyers un petit peu plus élevés, donc qui permettent de rendre la viabilité un peu plus simple. J'ai eu des projets que ça nous a pris 7 à 8 ans là, avant de partir le chantier pour des questions de viabilité. Puis, ben, dans les 2 dernières années que la pandémie, on le sait, là, on entend parler de ça partout, là, avec l'augmentation du coût des matériaux, la pénurie de main-d'œuvre, la pénurie de certains matériaux. On part en appel d'offres, puis souvent, on défonce amplement. Puis là, ben là, il faut retourner à nos affaires parce que la SHQ ne va pas nécessairement augmenter sa contribution. Donc, c'est plus à nous à chercher des contributions supplémentaires. Puis il y a toujours des limites à ce qu'on peut demander à la ville. Donc, là, après ça, il faut commencer des demandes de subventions ailleurs. C'est pour ça que le co-investissement dans les dernières années nous a beaucoup sauvés parce qu'on allait chercher de la subvention supplémentaire, mais cette fois-là, au fédéral. Dans le nouveau programme Abordable Québec, leur objectif, puis là, ben, je ne peux pas vous dire qu'est-ce que ça va être, mais leur objectif, c'est de dire, ben, eux autres, ils ouvrent un dépôt de projet. Un appel de projet, ça a été ouvert le 1er mars dernier. Ça donne 45 jours ouvrables pour que les gens puissent déposer. Donc, on a jusqu'au 5 mai 2022 pour déposer. Et la SHQ, elle, se donne 90 jours ouvrables pour analyser la demande et décider si le projet va être financé, oui ou non. Et à partir qu'ils disent OK, oui, ce projet-là, nous, on va le financer, puis on signe un accord ensemble. L'objectif est que 6 mois plus tard, il y ait une pelle sur le terrain, puis que le chantier commence. Ça, c'est la vision de la SHQ pour leur nouveau programme, mais ça, seul l'avenir va nous le dire. Merci. Il y a une question dans le chat qui est très intéressante. Les options pour une municipalité de moins de 300 citoyens sont limitées, sans compter qu'il n'y a pas ou peu de logements à louer. Quelles sont les options envisageables pour une municipalité qui désire tout de même développer ce type d'offre à ses citoyens aînés? On a en cours actuellement, puis c'est pas, ça s'est fait dans les 2 dernières années. Nous, on a, c'est pas une municipalité de 300 citoyens, là, sont plus que ça. Par contre, on a la municipalité de Saint-Raphaël dans Bellechasse qui a un projet de 20 logements pour aînés. Et on a la Durantais, qui est une petite municipalité à proximité, qui, elle, a dit, ben nous autres aussi, on aimerait ça, mais là, c'est impensable. On a beau faire toutes les analyses financières qu'on veut, c'est pas viable, puis c'est pas, on n'arrive pas à faire un projet complet avec une cuisine commerciale, etc., etc. Et donc, on a joint les 2 projets ensemble. On va bâtir Saint-Raphaël, phase 1. Et ensuite, on va bâtir à côté, à la Durantais, une phase 2 qui va être uniquement des logements, une petite cuisinette, une salle à manger. Et c'est Saint-Raphaël qui va préparer la nourriture pour la Durantais. Donc là, on a fait un lien entre, ça va être le même organisme qui va être situé dans 2 municipalités différentes, mais dont un va utiliser ces infrastructures pour la portion de l'autre à côté. Mais évidemment, à 300 citoyens dans une municipalité, il y a des limites à ce qu'on peut mettre en tant que municipalité, en contribution financière ou en crédit de taxe, sans égorger l'ensemble des citoyens de la municipalité. Ça, c'est clair que c'est vraiment un enjeu important, d'où l'importance de se regrouper avec d'autres. Ouais, merci beaucoup, Martine. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions au niveau des questions et réponses. Est-ce que on avait une petite question de sondage pour vous passer, vous inciter à passer à l'action? Est-ce que tu peux le lancer, Antoine, puis on vous laissera là-dessus. Oui, je vais lancer le sondage. En fait, vous avez répondu à la question de Julie, mais elle avait levé la main, donc je vais lui donner la permission de parole pour voir si elle ne veut pas rajouter sur la réponse à la question. Ah, bon, ben la main vient de se baisser, donc je pars le sondage à l'instant. Donc, voilà, à la suite de ces 2 présentations, comment allez-vous entamer en fait, le passage à l'action? Est-ce que vous comptez entreprendre une consultation publique, vous mettre en contact avec une GRT locale, amener le sujet auprès de votre comité MADA, de vos élus? Toutes ces réponses sont viables.
Dans tous les cas, comme on vous dit, les liens qui ont été listés par Martine seront disponibles. Donc, on vous enverra un courriel rapidement avec donc, le lien de rediffusion du webinaire et puis les présentations en format PDF. Voilà, donc... Est-ce qu'on met fin au vote ou je pense que... Oui, on peut mettre fin au vote. En fait, on voit que c'est à 59%, les gens sont intéressés par tout ce qui est alternative d'habitation. Moi, je vous invite vraiment à aller rencontrer votre GRT local, hein, à discuter des différents projets d'habitation qui existent et puis d'être conseillé par ces experts qui sont très précieux, je trouve, à travers le Québec. Bon, on peut mettre fin au sondage. Merci beaucoup pour votre présence. Bonne continuation dans vos projets et au plaisir de se reparler, de se revoir. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Martine, pour ta présentation. C'était très intéressant. Ça m'a fait plaisir.